3 adolescentes appelées dans un autre monde pour le sauver. Tel est le pitch initial de Magic Knight Warriors, qui bénéficie d'une réédition qui m'a motivé à vous parler de cet excellent manga des Clamp. On y va! Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga. J'en profite pour vous rappeler que mes précédentes chroniques sont accessibles via une fiche dans le petit i en haut à droite de cette vidéo, ainsi que dans la barre de description. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée à un titre terminé, en 6 tomes, Magic Knight Warriors, qui bénéficie à l'aune de 2020-2021 d'une nouvelle édition française en 6 tomes avec des petits éléments spéciaux que je vous présenterai. Dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur le pitch de cette histoire. Pourquoi, pour moi, c'est vraiment une histoire qui marque et qui mérite d'être découverte ou redécouverte. Et enfin, eh bien, j'évoquerai le contexte de publication de ce manga-là, mais un peu après. Du coup, on va commencer par l'histoire. Donc, comme je le disais, par ma petite phrase d'accroche, l'histoire démarre à la fameuse et emblématique Tour de Tokyo. Vraiment, si la capitale japonaise est associée à un monument, c'est bel et bien cette réplique en quelque sorte de la Tour Eiffel. Et alors que les 3 héroïnes, qui sont toutes dans des collèges différents, sont en train de visiter cette tour, eh bien, voilà, les voilà qui vont être appelées dans un autre univers, à Sephiroth, pour tenter de devenir les Magic Knight, les sauveuses de cet autre univers dans lequel elles débarquent comme ça, sans savoir de quoi il va retourner. Très vite, elles tombent sur un grand mage qui s'appelle Clé, qui leur situe un petit peu le contexte. Eh bien, dans ce contexte-là, il y a une princesse, la princesse Émeraude, celle qui les a appelés dans cet univers-là grâce à ce qui lui restait de magie, qui est tenue enfermée par quelqu'un qui semble avoir de sombres desseins pour le monde de Sephiroth. Et voilà comment Hikaru, Fu et Umi vont être appelés à, d'une part, faire connaissance, d'autre part, à devenir les légendaires guerrières qui sauveront cet univers-là. Pour ça, il leur faudra de la magie, il leur faudra aussi beaucoup de volonté, d'amitié, et c'est donc un récit initiatique qu'on découvre un petit peu à la manière d'un RPG. D'ailleurs, l'une des héroïnes fait souvent référence à la manière dont se passe la progression dans un RPG, dans un jeu de rôle. Et ce n'est pas par hasard, j'évoquerai ça dans la 3e partie de cette vidéo. Et puis, en même temps qu'on découvre l'univers, on découvre de la magie, et donc il y a de très belles invocations magiques qui apparaissent dans la série, ou alors, par exemple, la première fois que les héroïnes font appel à leurs armes, ça donne lieu à une double page absolument magnifique, vraiment propre au style de Clamp. Donc, s'il y a des raisons pour lesquelles il faut s'intéresser à ce manga, c'est d'une part cette dimension magique qui est très bien retranscrite, avec 3 héroïnes très différentes les unes de l'autre, mais qui vont nouer un lien, et on voit ce lien se nouer, cette confiance se faire progressivement, puisqu'au départ elles ne se connaissent pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans le terme de développement des personnages. Et puis c'est une série en 6 tomes, donc dont on sait déjà là où elle se termine. En fait, Magic Knight Warriors est composé de 2 arcs de 3 tomes, et donc qui forment un ensemble. Maintenant, je vais évoquer le contexte de publication, pourquoi c'est une œuvre, à mon sens, majeure en termes de shoujo manga au Japon, également, du coup, pourquoi est-ce qu'il faut le lire. Donc, si il faut replacer un peu le contexte, Magic Knight Warriors apparaît en fait dans les pages du magazine de prépublication Shoujo Manga Nakayoshi. Nakayoshi, qui est le magazine de shoujo manga de l'éditeur Kodansha, qui est un mensuel dans lequel quelques années auparavant, donc avant que Magic Knight Warriors apparaisse, a été prépublié, et l'est toujours au moment du coup de la prépublication de Warriors, Sailor Moon. Et on est donc sur une vague d'héroïnes qui, on va dire, prennent leur destin en main, et qui sont à même, avec des pouvoirs magiques, eh bien, de sauver le monde dans lequel elles vivent.
avec une dimension éventuellement symbolique, à la fois de leur quête, mais aussi des personnages et autres créatures mystérieuses qu'elles rencontrent. Et donc, c'est donc en 1993, à l'automne 1993, que Magic Knight Rayearth démarre sa prépublication dans Nakayoshi pour 3 ans, donc qui donneront lieu, comme je l'ai évoqué, à 6 volumes reliés. Et parallèlement, très tôt, l'éditeur Sega et aussi l'éditeur de jeux vidéo Sega est associé à cette aventure et va développer des jeux vidéo autour de Rayearth. Donc on voit là finalement les clins d'œil récurrents qui sont faits à aux jeux vidéo dans Rayearth. D'ailleurs, à la fin du premier tome, quand les Clamp se présentent, elles évoquent le fait que leur jeu préféré, eh bien, c'est Sonic the Hedgehog, qui avait le vent en poupe sur les consoles Mega Drive, Mega CD. Et puis, elles annoncent qu'un jeu est en cours de développement déjà, donc à peine le premier tome relié, sur Game Gear et sur Sega Saturn. Des jeux qui ont marqué, et par exemple, Rayearth, c'est le dernier jeu, si je ne m'abuse, à être sorti officiellement sur la Saturn en version américaine. Donc c'est aussi quelque chose qui est fortement lié à cet univers des jeux vidéo, et donc à cette potentialité de développement sous différentes formes, à la fois une dimension magique, une dimension RPG qu'on retrouve et qui ont forcément nourri finalement le processus créatif des Clamp. Les Clamp, on se souvient, même si elles sont un peu moins connues de la jeune génération de lecteurs, lectrices de manga à l'heure actuelle, ce sont quand même 4 femmes qui ont marqué l'histoire du shoujo manga avec leurs nombreuses œuvres, Tokyo Babylon, X. En France, finalement, maintenant, récemment, on les connaît plus pour Cardcaptor Sakura, notamment avec la nouvelle série de Cardcaptor Sakura qui est en cours de prépublication dans Nakayoshi. Notons d'ailleurs que c'est la seule série des Clamp actuellement en cours de prépublication à l'heure où je tourne cette vidéo, là où, à une époque, elles étaient capables de mener 3 à 4 séries en parallèle. Par exemple, à l'époque de Tsubasa Reservoir Chronicle, où elles avaient aussi Holic, et d'autres séries à l'occasion comme Angelic Layer. Bref, elles ont eu beaucoup de titres vraiment marquants dans les années 90-2000. D'ailleurs, elles ont eu tellement de succès à travers le monde qu'elles sont allées sur des salons à la fois aux États-Unis et en France. Elles sont venues à Japan Expo, elles ont participé à des conférences et elles ont évoqué leur processus créatif. C'est vraiment un groupe de 4 femmes qui travaillent ensemble, pas d'assistants. Là, c'est vraiment ce groupe-là qui forme tous les projets de A jusqu'à Z. Et dans Rayearth, donc à une époque où elles terminent leurs histoires, puisque là, en l'occurrence, Rayearth se termine en 6 tomes, elles font preuve de, beaucoup de talent dans les dessins. Vraiment, j'aime beaucoup le soin apporté aux illustrations. Il y a déjà la maturité graphique des Clamp quand elles réalisent cette histoire, avec finalement une lisibilité assez remarquable, qui fait que certes, on est face à un shoujo manga, mais qui se lit comme un récit d'aventure, et avec beaucoup de plaisir. Donc si j'ai apprécié ce titre-là, et particulièrement en fait sa réédition, qui est bienvenue, en fait, c'est parce que avec le recul, on mesure à la fois l'importance que les Clamp ont eu dans le monde du manga, mais aussi combien Rayearth portait des thèmes qu'on a retrouvés après plus tard. Alors évidemment, il y a eu toute une vague du coup dans les années 90, il y a eu Sailor Moon, il y a eu Rayearth qui ont eu un impact assez fort, et si les Magical Girl ont encore le vent en poupe, au Japon en tout cas, avec toute la saga Purikyoa, et des héroïnes qui sont rattachées à différentes couleurs, c'est bien sûr à Sailor Moon qu'on le doit, mais aussi à Rayearth. Dans Rayearth, il y a 3 héroïnes, et avec des caractéristiques assez, on va dire, emblématiques de ce qu'on retrouvera après, notamment dans les séries Magical Girl. Donc, par exemple, la fille à qui est associée la couleur rouge, c'est une fille plutôt tête en l'air, mais qui va de l'avant. C'est l'héroïne, c'est celle qui est plutôt de l'élément de feu. L'héroïne qui a les cheveux bleus, ou en tout cas qui est rattachée à la couleur bleue, est plutôt l'adolescente très
on va dire, jeune fille de bonne famille qui se tient, qui est un petit peu renfermée sur elle-même, et l'héroïne ici qui est associée à la couleur verte est l'intellectuelle, celle qui réfléchit beaucoup, mais qui cache aussi un côté passionné. Là, en l'occurrence, Otaku, elle fait beaucoup référence à tout ce qui est RPG. C'est elle qui y fait référence. Bref, et parallèlement aussi, on est donc en début des années 90 quand paraît ce manga-là, et si le fait de se retrouver plongé dans un autre univers, eh bien c'est un thème maintenant classique de beaucoup d'animés, voire de mangas avec toute la vague qu'on connaît des isekai, eh bien on avait aussi des choses au manga qui abordaient ce thème-là, je pense à Fujigi Yugi, mais aussi fortement à Magical Knight Heroes, qui, en plus, avec cette idée d'univers parallèle, commence quelque part à, on va dire, lancer des pistes pour ce qui deviendront les deux œuvres, on va dire, les plus jumelles que Clamp a pu avoir par la suite. Je pense bien entendu à Tsubasa Reservoir Chronicle et à Holic. D'ailleurs, on l'oublie parce que finalement le personnage est devenu tellement associé à l'univers de Tsubasa Reservoir Chronicle, mais initialement, la créature Mokona, eh bien, c'est dans Rayors qu'elle apparaît, sous la forme d'un drôle d'animal mignon, mais doté de pouvoirs magiques. Bref, Magic Knight Rayors compte à la fois dans le paysage du shoujo manga, et vraiment agréable à redécouvrir, notamment dans cette réédition qui, du coup, met bien en valeur les planches de Clamp, nouvelle traduction, du coup réédition plus grande que l'édition initiale qu'on avait eue eh bien, à la fin des années 90 en France. Rayors, Magic Knight Rayors faisait partie des premiers titres à être parus chez Manga Player, puis ensuite à être réédité quelques années plus tard par Pika, qui avait acquis le catalogue Manga Player. Je me rappelle encore l'excitation chez mon libraire de découvrir Magic Knight Rayors, dont j'avais lu et entendu parler eh bien, à l'époque dans les pages dédiées à l'animation et aux jeux vidéo dans les magazines comme Joypad. Donc c'est vraiment, du coup, pour moi, une relecture 22-23 ans plus tard que j'ai trouvé vraiment plaisante et dont j'avais envie de vous partager un petit peu l'essence. Je ne peux que vous encourager à découvrir ce manga si vous l'avez déjà lu dans une précédente édition ou si vous comptez le découvrir à travers cette réédition. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Et pour ma part, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!